les questions de la présence de Marguerite Duras, c'est quand même... on parle quand même de... Vous l'avez vu il y a longtemps, en fait. Oui, je l'ai vu il y a super longtemps. Mais en fait, ouais. je parle de ça parce que je me souviens que Marguerite Duras avait justement écrit un texte qui s'appelait Sublime sur Christine Villemain, qui était accusée à une époque d'avoir tué son enfant, donc le petit Grégory. Et voilà, et ça m'a fait... le film et le traitement médiatique de l'affaire de cette femme qui a pour le coup vraiment tué son enfant m'a rappelé l'œuvre de Duras qui, dans mes souvenirs, était citée dans le film. Donc je voulais savoir si vous y avez pensé ou si c'est juste un hasard. Un hasard. C'est absolument pas un hasard. Hein. Vos souvenirs sont bons. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est il y a longtemps, parce que vraiment, c'est une scène qui n'est pas la première, mais c'est une scène assez fondatrice. Je suis désolée. Ouais, je suis désolée. Là, c'est mieux. C'est possible d'augmenter un peu le son du micro pour pas avoir le. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est effectivement la question de Duras dans le film. Elle est assez présente puisque c'est le cours que Rama donne à Sciences Po. Et effectivement, il y a très peu de. Enfin, le personnage de Rama est un personnage qui est très suggestif et une des choses qu'on sait d'elle, c'est que c'est une écrivaine durassienne. On sait qu'elle est écrivaine, elle est durassienne et effectivement, le nombre de Duras qui contamine le film est loin d'être un hasard, comme vous pouvez bien l'imaginer, et quelque chose de très central dans le film, dans la manière dont le film regarde cet accusé. De la même manière où ce qui me plaît chez Duras, c'est la façon qu'elle a, c'est ton écriture à la fois très clinique, très précise, très âpre, et cette obsession qu'elle a d'aller regarder le féminin à l'endroit des choses inconfortables, des choses taboues, c'est ce que le film tente de faire aussi. Et d'ailleurs, ça marche particulièrement avec. Alors, je vais pas m'attarder sur la vraie personne. Je me suis pas vraiment renseignée sur le fait divers, mais en tout cas, dans le film, ce personnage principal est très perméable, enfin, très imperméable et très tout semble couler dessus. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça pouvait nous permettre de nous projeter en elle, en fait. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aimé dans le film, et je pense que ça joue avec l'âpreté, justement, dont vous venez de parler. Voilà. Exactement. Tout à fait. Il y a déjà des questions. Je vais passer le micro. Bonsoir et merci donc pour ce magnifique film. Entre autres arrière-plan, enfin... comment dire, chimère, fantôme qui traverse ce film. J'ai pensé aussi à La Noire 2 de Sam Ben Ousmane, cette femme qui est à l'arrière-plan dans la cuisine, qui fait la cuisine pour ses employeurs, sur laquelle rien n'a l'air d'avoir prise, alors que bien sûr on sait, puisque c'est elle-même qui va... enfin, ce que l'héroïne fait à sa fille... Mais alors, une autre question, est-ce que si ça n'avait pas été une fille, le dénouement eût été le même dans votre esprit? Parce qu'elle tue aussi le prolongement d'elle-même. Je ne peux pas du tout répondre à cette question. C'est une question que je ne me suis même jamais posée. Ah bon. Et d'accord. Et donc, dans La Noire 2, cette femme qui est à l'arrière-plan et sur laquelle rien n'a l'air de donner, enfin, qui a l'air de donner prise à rien, sa vie s'achève aussi. Je veux dire, pour moi, il y a une parenté entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup aimé La Noire 2, mais c'était pas du tout une des références de ce film, même si c'est un film qui compte énormément et qui est très important. J'avoue n'y avoir jamais pensé en travaillant sur ce film, comme quoi, en fait, les échos et les liens sont pas forcément là où on croit. Moi, j'ai pensé plus évidemment à Robert Bresson, à Jeanne d'Arc de Bresson. C'était plus mes références évidentes, La Vérité de Clouzot. Et c'est ça que je trouve très fort. En fait, c'est intéressant que vous me renvoyiez à Sam Ben Ousmane, qui est un cinéaste que j'adore. Et pourtant, pour ce film qui met en scène des femmes noires, j'ai pensé à Bresson. Donc ça doute toute la circulation et toute la question universelle finalement qui traverse le film. En fait, j'ai été voir quelque chose de tout autre finalement pour parler de moi. Et en fait, cette manière de parler de moi parle de nous toutes, sans avoir besoin d'être enfermé dans des références culturelles qui proviennent d'Afrique. Oui, non mais moi, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vraiment pas pensé à La Noire 2.
alors même que c'est un film très important. Mais j'ai pensé à Bresson, et je trouve que finalement le fait que j'ai pensé à Bresson plus que Saint-Ben Ousmane dit quelque chose de ma démarche cinématographique en fait. Donc je trouve ça intéressant que vous le souleviez. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ce film. Bravo, franchement, c'est la deuxième fois que je le vois et c'est le même effet. J'ai plein de questions, mais la première fois, au FIFIB. Du coup, ouais. Donc, je suis vraiment motivée. Et du coup, j'ai plein de questions, mais je vais essayer d'être courte. J'en ai 2. Déjà, pour le fait divers, moi, j'avais suivi un peu cette affaire. Et c'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup de manières de raconter cette histoire. Donc, je me demandais à quel moment dans l'écriture, ça a été évident pour vous de vous détacher de cette histoire. Enfin, il y a des gens qui capitalisent sur le fait de faire un film tiré d'une histoire vraie, par exemple. Donc, à quel moment pour vous ça a été important de se détacher, d'en faire une histoire peut-être plus universelle? Et ma deuxième question, c'est par rapport aux personnages, aux acteurs. Enfin, vous citez Pasolini dans le film, et c'est vrai que ça m'a frappée parce que j'ai trouvé que ça me faisait beaucoup penser à Pasolini justement dans, enfin, la beauté ordinaire de ses visages. Et donc du coup, je me suis demandé comment vous avez réfléchi le casting. Quelles étaient les réflexions à ce moment-là? Merci beaucoup pour votre question, pour vos 2 questions. Effectivement, tout l'enjeu du film, c'était de ne pas tenter de répliquer en fait ce qui s'était passé. C'était pas possible. En fait, moi, j'ai effectivement assisté au vrai procès. J'ai eu besoin d'assister au vrai procès pour comprendre ce que cette histoire me faisait. Et c'était assez fracassant, c'était assez bouleversant. Ça m'a renvoyé à énormément de choses très intimes, très personnelles que j'ai pas besoin de dévoiler. Tellement j'ai l'impression que dans le film, ce personnage qui n'est pas moi, elle va au-delà de moi. Et c'est ce que j'ai compris en vivant cette expérience, c'est que ce qui m'avait bouleversé et fracassé, ce qui m'avait renvoyé inexorablement à mon lien, à ma propre mère, à mon lien à mon enfant, était une expérience que toutes les femmes présentes dans cette cour d'assises vivaient. Et c'est précisément cette chose-là, cette conviction que cette histoire était universelle qui m'a donné envie de faire le film. Mais je la regardais à ma place, à mon endroit, à ma place située de femme noire. Et effectivement, le fait divers a été largement commenté dans la presse. Et je voyais les journalistes regarder cette femme, et moi je regardais les journalistes regarder cette femme, et j'avais l'impression de regarder moi à côté, à une autre place, à un endroit qui était le mien, et donc d'être traversée par les mêmes questions de toutes les femmes. Là, il y a la journaliste de France Inter qui était enceinte pendant le procès, a suivi, donc comme moi, les 5 jours de procès, le jour de la plaidoirie finale. Je me suis effondrée en larmes en écoutant la plaidoirie de l'avocate générale, et j'avais honte de pleurer, donc je me cachais, et en fait, je me suis retournée dans la salle, et je me suis aperçue que toutes les femmes pleuraient. Toutes les femmes pleuraient. Des femmes blanches, parce que j'étais la seule femme noire. Et donc, au fond, je me suis dit, mais au fond, on pleure sur la même chose, mais sur quelque chose de différent. On pleure tous sur nous-mêmes, on pleure sur nos mères, on pleure sur nos enfants, on pleure sur ce lien, on pleure sur l'inextricabilité de ce lien, on pleure sur l'inexorable vérité de cette question des chimères qui nous encercle tous, en fait, qui nous emprisonne tous, qui nous résume tous, dont on ne peut pas s'échapper. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. Et au fond, moi, que ce film, incarné par des actrices noires, porte autant l'universel, c'est presque une déclaration politique. C'est quelque chose de puissant et de quelque chose de politique et quelque chose que tous mes films... Moi, j'ai pas envie d'être perpétuellement renvoyée à mon statut de femme noire. Et en fait, ce film, je filme des femmes noires, je les regarde à un endroit très situé qui est le mien, qui fait que il y a des choses que je vois de Fabienne Cabou parce que j'ai une mère qui s'appelle non pas Sénabou, mais Rokhaya, mais parce que ces femmes-là, je les connais. Et pourtant, le film n'en est pas moins universel. Et pourtant, le film est profondément universel. Et ben ça, c'est suffisamment. C'est pas si. Enfin, moi, ça m'a manqué en fait des récits universels, des récits où je pouvais regarder voilà, des gens qui avaient la même histoire que moi et qui pourtant pouvaient parler à d'autres. Et moi, quand je parlais de Jeanne d'Arc de Bresson, moi je regarde Jeanne d'Arc de Bresson et je vois quelque chose qui me concerne. Mais j'ai eu l'impression que cette chose-là m'a manqué, en fait, de pouvoir penser l'universel à partir du corps d'une femme noire. Ça m'a manqué dans la littérature, ça m'a manqué dans le cinéma. Et donc cette histoire-là m'a donné l'opportunité, en fait, de réparer ce manque. Et je n'aurais pas fait ce film-là s'il ne s'agissait pas de cette femme et si dans son histoire, elle ne convoquait pas, au fond, la question de la mythologie, la question du tragique. C'est bien au-delà d'un fait divers. Moi, le fait divers ne m'intéresse pas. Le caractère horrible, sordide du crime ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est la mythologie, c'est la dimension du tragique qui permet à chacune des femmes, à chacun des hommes qui regardent ce film, de regarder sa propre mère et de s'interroger, de se questionner. Donc moi, c'est vraiment ça qui a été un moteur. Donc effectivement, la question de la littéralité du fait divers a été complètement évacuée. Le film est un point de vue, mais sur cette histoire. Donc je raconte pas tout. J'ai assisté à 5 jours de procès, j'ai pris des notes de toutes les auditions. Et finalement, c'est une traversée très personnelle et très intime, enfin très personnelle en tout cas que propose le film. Et en fait, en même temps, c'est à la fois très intime et en même temps, le personnage de Rama, ce personnage fictif, dans son écriture, permet de préciser les enjeux et de pointer précisément ce qu'il faut regarder ce que j'ai envie qu'on regarde. Et ce qui est envie qu'on regarde, c'est notre rapport à chacun et à chacune, à nos mères. C'est la grande question du film pour moi, c'est la question de la chimère, de qu'est-ce que c'est qu'une mère au fond. Et j'ai l'impression que le personnage de Rama me donnait l'opportunité de me détacher de la vérité des faits, du reportage, voilà, il y a eu un fait entrer l'accusé sur Fabienne Cabou. Alors, quand on compare cet Homère et fait entrer l'accusé, c'est pas du tout, on ne raconte pas la même chose à partir d'une même histoire. Donc en fait, c'est plus cette conviction politique, et ce à quoi sert le cinéma pour moi qui m'a donné envie de m'intéresser à cette histoire-là. C'est que j'avais, à travers cette femme, son histoire, son récit, sa puissance, sa complexité, sa nuance, l'occasion magnifique de faire un geste de cinéma qui, pour moi, est politique, en fait, dans l'inscription de ces corps et ces récits manquants dans une histoire du cinéma. Et je dois dire que tout ce qui m'arrive depuis 3 mois, depuis que maintenant que le film est né, toutes les projections que je fais à travers le monde, c'est cette foi-là, cette conviction dans l'universel portée par le corps noir, c'est quelque chose qui est confirmé à chacune des projections, et c'est presque la plus belle chose qui m'arrive, en fait. C'est ça, vraiment. Donc ça, c'était la première question. Là. C'est l'autre question sur les acteurs, c'est ça, si je me souviens bien. Sur la vérité de ces visages, au fond, effectivement, je n'avais jamais vraiment fait le lien à cet endroit avec Pasolini, mais c'est sûr que ce qui me bouleverse dans l'Évangile, c'est la vérité documentaire des visages, ces visages de ces paysans du Sud qui filment comme les premiers chrétiens, et c'est ça qui me bouleverse absolument. Donc c'est sûr que, voilà, regardez Valérie Dréville, cette comédienne extraordinaire, je la regarde pour elle-même, et en fait pour ce que Visage me raconte, pour ce que Visage me dit. Gusla Malanda, comment imaginer quelqu'un d'autre qu'elle dans ce rôle-là, et je pense que j'ai écrit sans le savoir le film pour elle, alors que je l'avais rencontrée une fois dans un dîner. J'ai écrit le film en pensant à la présence de cette femme qui m'a complètement traversée, qui a contaminé presque l'écriture, et le casting a duré longtemps parce que je pense que j'ai laissé Gus Lagi habiter le rôle, tant je savais ce qui allait lui coûter, tant je comprenais intuitivement avec quelle matière intime elle allait jouer ce rôle, et voilà, et comment son histoire personnelle allait dialoguer, alors que je la connaissais pas, son histoire personnelle. Et quand j'ai pas besoin de la connaître, c'est-à-dire quand je vois la façon dont elle joue cette femme, dont elle ne joue pas cette femme, je comprends qu'est-ce qui peut être en jeu dans son histoire intime à elle. Et c'est ça que je trouve beau, sans que ça ait besoin d'être formulé. Kaije Kagame, je la reconnais, qui joue Rama, qui n'est pas moi. Il y a quelque chose de moi que je reconnais dans cette femme, et moi j'ai même pas besoin de nommer, mais du coup il y a qu'elle qui peut jouer Rama, il y a qu'elle qui peut apporter à Rama, à ce personnage que j'ai écrit, quelque chose qui va la contaminer, qui va contaminer l'écriture, en tout cas qui va la faire dialoguer à partir de ce qu'elle est, à partir de sa présence, à partir de son étrangeté, à partir de sa profondeur. Donc je crois que le casting au fond est un casting de documentariste. J'ai pas cherché à demander à des comédiennes et des comédiens de performer un rôle, de jouer. En fait, on était vraiment dans une vérité du moment en permanence, dans une vérité de l'émotion au présent, qu'il ne s'agissait pas de rejouer, mais justement de vivre, de traverser. Et ça, je pense que le dispositif de tournage raconte quelque chose de la direction d'acteur. Moi, j'ai absolument pas dirigé. Chacune des scènes, très peu à la marge. On a fait 2 ou 3 plans, 2 ou 3 prises. Et la majorité du film est construit à partir des prises 1, en fait, à partir du master des prises. Et je pense que je faisais 2 prises comme sécurité, mais il y avait, quand on traverse comme ça des plans séquences de 25 minutes,
on peut pas mentir. Je veux dire, on ne peut mentir à aucun moment. Soit on est dans un rapport d'intensité au présent, soit c'est foutu. Soit on décroche, ou soit on tient pas les 25 minutes. Et là, j'avais pas revu le film depuis des mois et des mois, et je suis époustouflée par la performance, par la non-performance même de Gus Lagey qui tient des plans pendant 22 minutes. Et je me souviens, tout le monde me disait, mais faut couper. Et je me dis, non, tiens. Et en fait, je jouais même, je dirigeais à l'intensité de ce qui était traversé. Donc je me disais pas, ah là, elle a pas dit le bon mot, ah là, elle a pas. J'étais complètement. Je respirais en même temps qu'elle, en fait, et j'étais aspirée par son souffle, en fait. J'étais prise par son souffle. Et je traversais les scènes comme elle. Et quand on disait couper, tout le monde s'effondrait. C'est-à-dire que moi, je pleurais, elle a pleuré. Enfin, c'était vraiment le psychodrame. Enfin, il y avait un truc de. Tout d'un coup, on était haletant comme ça, et bim, il y a quelque chose de nous qui s'effondrait, qui venait nettoyer. Donc, il y avait presque une expérience pour tous les gens qui étaient sur ce plateau, presque de psychodrame. C'est comme si on pleurait sur nous. En fait, moi, je pleurais pas sur mon film ou sur l'actrice. Je pleurais sur ma mère en écoutant cette femme. Je pleurais sur moi. Je pleurais sur. Donc, c'était très très particulier, je crois, très inhabituel, mais ça, je ne pouvais pas le savoir parce que je n'avais jamais fait de fiction avant, mais très inhabituel. Pour moi, ça m'est apparu comme la seule manière de faire ce film. Et les comédiennes, elles, m'ont dit que c'était inhabituel de travailler comme ça. Moi, je n'avais pas du tout conscience, mais c'est sûr que je pense que j'ai dirigé, j'ai casté, j'ai mis en scène ce film à partir de mon expérience de réalisatrice de documentaire, finalement. C'est pour ça que pour moi, c'est un prolongement, c'est pas du tout un passage à la fiction, quoi, comme on peut l'entendre, comme on pourrait le croire ou le penser. Ah, pardon, excusez-moi. Bonsoir. Alors déjà, premier commentaire, j'ai adoré le film. Je n'ai pas été au courant du fait divers, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas suivi l'histoire ni ce qui s'est vraiment passé. Et aussi, je voulais dire que j'ai beaucoup adoré toute la contradiction dans le film, tout le long du film, c'est-à-dire que c'est très calme et très propre, très simple dans tout le film en fait, mais il y a une telle violence dans tous les silences qui est, comme vous le disiez, très politique aussi, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ma question c'est, donc vu que j'ai pas suivi l'affaire, le jugement, etc., j'ai vu très peu d'hommes dans la cour d'assises. Est-ce que c'était vraiment comme ça, ou est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que... Voilà, c'était ma question. Effectivement, tout est un choix de Duras au début, à la manière dont le vêtement de l'accusé va créer en fait ce rapport très pictural à l'image, au décor, tout est un choix à partir de quelque chose d'observé. Mais l'idée n'était pas forcément de répliquer, de faire une réplique de quelque chose que j'avais observé, mais d'aller presque plus loin et de faire dire au réel une vérité que le réel lui-même n'avait pas dite, en fait, parce que c'est ce que j'ai perçu, c'est-à-dire que je ne me souviens pas, honnêtement, si c'est vrai ou pas, et peu importe. Ce qui m'intéressait, c'est que ces visages de femmes, ce que ça disait, ces visages de femmes qui regardent cette femme. Et ça me rappelle Duras, effectivement, ça me renvoyait en fait à nous qui regardons ces femmes tondues au début. Qu'est-ce que ça nous fait ? Qu'est-ce que ça nous fait en tant que femme de regarder cette femme qui a commis l'impardonnable, qui a commis le crime le plus tabou, et qui pourtant, en traversant l'histoire de cette femme, il y a quelque chose de nous qu'on regarde à travers ce monstre, mais qui n'en est plus un finalement. Donc, pour moi, je me suis pas du tout posé la question de répéter. En fait, j'ai pas voulu répéter ce que j'avais vécu. J'ai pas voulu que répéter. Je me suis appuyée sur une expérience, sur un sentiment, sur des émotions que j'avais pu connaître et comprendre, que nous étions nombreuses à avoir vécu. Et j'ai après précisé dans des enjeux de mise en scène, dans des choix de décor, dans une durée d'un plan, dans un cadre, quelque chose qui allait encore plus loin que ce que j'avais vu dans le réel. Et donc, c'est presque un prolongement, c'est presque pointer quelque chose d'encore plus précis. Donc, ces visages de femmes, c'est presque
encore plus précis que ce que j'ai ressenti de cette assemblée, de ce gynécée. J'avais l'impression d'être entourée d'un gynécée de femmes qui regardaient notre femme. Est-ce que c'était vrai? Sans doute pas. Sans doute qu'il y avait plus d'hommes il y avait autant d'hommes que de femmes, ou presque. Mais tout d'un coup, d'offrir au film ces visages de femmes, c'est quelque chose qui est signifiant, je pense. Oui, bonsoir. Je voulais revenir un petit peu sur votre propos sur l'universel. Vous dites qu'on est tous touchés et que c'est une histoire qui touche tout le monde et chacun a son rapport à ça, et que donc vous dépassez le fait divers, vous dépassez le cas particulier de ce procès et de cette histoire. Mais pourtant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui particularise et qui est montré dans le film et qui n'est pas universel. C'est cette fameuse question du maraboutage et de la sorcellerie, qui est la particularité finalement de cette histoire et qui amène d'ailleurs de l'incompréhension, puisque il est évident qu'on ne peut pas comprendre. On est des Occidentaux, donc on n'est pas dans cette culture, et du coup, c'est pas une contradiction, mais c'est un peu une différence. Et cette question, la référence à la sorcellerie, donc finalement à la responsabilité ou à l'irresponsabilité d'une accusée dans un procès. Ça, c'est dans cette histoire particulière, dans ce fait divers de Saint-Omer. Et vous l'avez mis en scène, il est présent, puisque je pense qu'il a été présent dans le procès. Mais pour le coup, on n'est pas dans l'universalité, mais on est dans quelque chose qui est plus particulier, je trouve. Là où, ce qui est intéressant dans la question de la sorcellerie, c'est que dans ce que vous semblez y voir, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est-à-dire que moi, la question de la sorcellerie dans ce film, elle n'est pas du tout résolue. Et je ne le vois pas comme un fait. Et je trouve que même la manière dont Fabienne Cabou s'en est emparée, la vraie accusée, la façon dont le film le travaille, il n'y a aucune certitude. C'est-à-dire que je ne dis pas, nous ne pouvons pas comprendre. Je m'interroge sur son utilisation, sur la projection qu'un juge d'instruction a fait sur cette femme à partir de cette couleur de peau. Fabienne Cabou et Laurence Colli dans le film, au départ, elle n'était pas du tout, elle se disait très cartésienne, très rationnelle. Et finalement, c'est d'une certaine façon ce qu'elle n'a pas pu se dire, parce que pour moi, la vraie question, la centralité de ce film, ce pourquoi j'ai fait ce film, c'est quand j'ai entendu au procès la présidente demander à l'accusée, Madame Colli, pourquoi avez-vous tué votre fille? Et elle répond, je ne le sais pas, j'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Donc à aucun moment elle ne sait. Elle ne sait pas. Et personne ne sait. Et qui peut savoir? Et donc la sorcellerie, c'est une explication irrationnelle, mais qui vient finalement, en tout cas, c'est la question que le film pose, et encore une fois, le film ne résout rien. C'est une question posée, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait, et même dans ce que j'ai entendu moi du procès, elle l'utilise, mais suite en fait à une projection que fait sur elle, parce qu'elle est une femme noire, le juge d'instruction, il lui dit, mais peut-être que votre culture peut expliquer. Alors qu'elle vient de lui dire, je ne suis pas dans ces affaires-là, monsieur, je suis rationnelle, je suis philosophe, j'étudie, j'ai été éduquée à travers la pensée de Descartes. Donc même cette question de la sorcellerie, sincèrement, je ne l'entends pas comme vous semblez l'avoir entendu. En tout cas, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et je ne voudrais surtout pas y répondre. Donc c'est pas. Mais par contre, ce qui est universel, c'est l'incompréhension devant cette question de la maternité. Et au fond, moi, ce qui m'a bouleversée avec la mère de Fabienne, c'est qu'elle avait besoin de moi pour valider cette question de la sorcellerie. Et que je ne pouvais pas le faire. Parce que pour moi, c'était vraiment mais assécher toutes les multiples questions que pose ce film. Donc dire elle a tué son enfant parce qu'elle s'est fait ensorceler, c'est pas du tout mon point de vue. Je pense que c'est même pas ce qu'elle pense, mais je trouve que c'est intéressant que ce soit ce qu'on lui ait proposé comme explication pour fermer en fait tout le mystère, parce que finalement face au mystère on est complètement démunis et le mystère nous angoisse. Et moi je l'ai vraiment vécu, c'est-à-dire ne pas comprendre pourquoi elle avait fait ça m'a mis dans des affres, dans des abîmes qui fait que le film existe et que le film finalement ne répond à rien. Le film épaissit le mystère et le film est travaillé par le mystère, mais le film il ne résout pas, et je ne pense pas que la sorcellerie soit résolue. En tout cas, la question de la sorcellerie, c'est une question, et c'est une question qui raconte plein de choses pour moi dans le film. La projection, les fantasmes, les a priori, l'exotisme, ce qui a effectivement fasciné beaucoup de journalistes. C'est pour ça que ça a été aussi commenté, c'est parce qu'il y avait cette espèce de chape complètement sulfureuse, et peut-être qu'elle y croit, peut-être qu'elle y croyait pas, enfin je peux pas juger, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est à quoi elle a servi, à quoi ça sert.
Et qu'est-ce que ça me permet de raconter, qu'est-ce que ça me permet de dire d'une femme noire qui est regardée par des blancs. Je pense que la sorcellerie, en tout cas, me questionne et m'intéresse dans le film à cet endroit, mais sincèrement, j'ai vraiment pas la réponse. Vraiment. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur la question de l'écriture, puisque vous citiez les premières répliques de Laurence au procès. Je ne sais pas pourquoi j'ai commis cet acte. J'espère que le procès va me l'apprendre comme ayant été dite pratiquement telle quelle dans la réalité des faits. En fait, moi, ce qui m'a frappée dans le film, c'est qu'il y a des répliques qui semblent extrêmement familières, quand bien même elles sont très écrites. Enfin, il y en a qui me restent dans la tête, en fait, et que j'ai l'impression d'avoir lu ou entendu. Et donc, je me demandais, comme vous avez aussi une approche documentaire dans votre pratique, comme on voit dans le film Rama travailler à partir des enregistrements directs du procès, comment vous aviez travaillé le matériau documentaire que vous aviez pu recueillir vers une écriture qui le tire vers l'universel, ou au contraire qui reprennent en les sélectionnant des phrases qui avaient été dites telles quelles, mais distinguer peut-être des particularismes pour aboutir à ce texte qui en fait voilà, effectivement d'une grande universalité, pratiquement théâtrale. Alors, tout est quasiment au mot près le verbatim documentaire de ce qui a été prononcé. Et je crois que c'est pour ça que ce film, c'est pour ça que cette histoire m'a fascinée. Et je crois que c'est pour ça que cette histoire a fasciné une romancière comme Marine Diaye. C'est la puissance du récit, en fait, qui était déjà en germe, qui était déjà là, en fait. C'est-à-dire que, et qui a configuré aussi la mise en scène. C'est-à-dire que ces plans-séquences de 23 minutes sont dus autant à la qualité d'interprétation d'une comédienne, mais ils sont dus à la puissance d'un texte qui est, pour le coup, absolument documentaire. J'ai très peu coupé, très peu coupé, et c'est pour ça que ces plans sont très longs, ils sont très denses. Finalement, en fait, c'est le personnage de Rama qui permet de préciser, comme je disais tout à l'heure, les enjeux et d'entendre le texte, finalement, parce que le texte, il résonne sur elle, et elle sert à ça, elle sert à faire résonner sur elle, et donc sur nous, ce texte-là. Mais sinon, non, le texte est vraiment au mot près documentaire, et la question de l'universalité, elle est traversée plus par Rama, en fait, et par ce qu'elle fait à ce texte, par la manière dont elle le fait résonner, et la manière dont elle nous permet de nous questionner sur nous, en fait. C'est-à-dire que sans elle, ça aurait été très compliqué pour moi de faire ce film sans Rama, parce que je crois qu'on aurait été justement dans la littéralité du fait divers. En fait, Rama, elle permet de déployer en fait des enjeux plus universels, au fond, parce que ce que j'entends, moi, dans le texte, ce que j'entendais même au procès, c'était ça, c'était est-ce que c'est que le monstre, qu'est-ce que c'est qu'une mère, qu'est-ce que c'est que ce lien avec cette mère, qu'est-ce que c'est que ce lien rompu, qu'est-ce que c'est que ce lien cassé, et la trajectoire du personnage de Rama qui est très silencieuse, qui est très suggestive. Finalement, c'est une femme qui a une histoire ordinaire, complètement banale. Quelqu'un qui, au début du film, est enceinte et qui ne peut pas le dire à sa mère, et à la fin du film, enceinte, elle peut être dans la même pièce que sa mère, qui n'a pas changé, mais on peut imaginer qu'elle, à travers le procès de cette femme, elle a fait un trajet qui est d'accepter la mère qu'elle a, en fait. Et c'est à la fois complètement, c'est ça qui est banal et complètement universel. C'est-à-dire que c'est l'histoire de toutes les femmes qui deviennent mères. C'est comment je fais le point, le deuil, la paix avec la mère que j'ai eue. Et je pense que c'est ce que l'histoire de Rama, dit, en fait. Et c'est ça qui permet d'entendre ce texte complètement documentaire à l'endroit où j'avais envie qu'on l'entende. Et pas à l'endroit de la fascination pour le monstre. Déjà, bonsoir. Merci d'être venu discuter avec nous de votre film. Moi, j'ai une petite question, mais avant, c'est vrai que je voudrais vous remercier pour ce film. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer encore dans les jours d'après, parce que moi, j'ai l'impression qu'il va aussi à des frontières, à des questions, des sujets tabous. Effectivement, la perception, le fait que ce soit, comme vous le dites, des corps noirs vus par on est dans une cour d'assises de personnes blanches, et comment elle est vue, comment elle est jugée en tant que femme qui a commis l'infanticide, etc. Et étant donné que alors moi, j'ai pas du tout été au courant, pareil, du fait divers, mais étant donné que vous avez assisté au procès, ce que je me demande, c'est combien de temps il vous a fallu pour écrire, pour mettre en forme. Je suppose que ça a été des choix aussi, parce que vous retranscrivez très très bien cette question. Vous disiez tout à l'heure que le fait divers, finalement, c'était pas la question centrale, et c'est ce que j'ai ressenti. Du coup, à un moment, je me suis dit, ok, est-ce que vraiment ça doit pas être central? Mais effectivement, vous l'avez évoqué, donc ça me paraît juste.
Et c'est, voilà, je me dis, ça a dû être peut-être des réflexions, des choix, des étapes. Peut-être qu'il y a des choses dont vous êtes rendu compte peut-être au fur et à mesure. Comment vous avez vécu ça? Enfin, je ne sais pas si c'est un peu trop évasif, la question est un peu trop évasive, mais... C'est intéressant, c'est compliqué à répondre parce que ça a été très long. J'ai écrit, je suis allée au procès en 2016, on est en 2022, et j'ai mis presque 3 ans à écrire le film, donc sans être tout le temps dessus, parce que je faisais un autre film en même temps, mais l'écriture a été ça a été assez long, de trouver vraiment la forme juste, de trouver... Et en fait, ce qui était très compliqué, je crois que c'est de faire dialoguer cette matière fictionnelle avec la matière documentaire. Je suis assez placée pour savoir que le documentaire est puissant, est vraiment très puissant, et la forme et la matière documentaire est beaucoup plus, moi, me touche beaucoup plus, et est beaucoup plus nucléaire que la fiction. Et donc, en fait, elle prenait toute la place, cette matière documentaire, et ce texte-là, il est extraordinaire. Enfin, jamais j'aurais pu écrire des répliques pareilles. Et donc, cette puissance-là, en fait, la fiction à côté, elle faisait pas le figure, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que d'ailleurs le personnage de Rama est très suggestif. Et en fait, je n'ai pas arrêté de soustraire, parce que pendant longtemps, en fait, je suis tombée dans une impasse, et je voulais mettre le personnage de Rama quasiment au même niveau d'intérêt que le personnage de Laurence. Et en fait, je me dis, on peut rien devant les monstres. Je veux dire, Rama, c'est pas possible. Elle ne sera jamais. C'est-à-dire que la fascination que j'avais pour Laurence Colli, la fascination que tous les gens qui lisaient le scénario avaient pour Laurence Colli, en fait, et tuer le personnage de Rama. Et presque, en fait, on avait tendance à essayer de gonfler l'histoire de Rama, à faire des circonvolutions avec des scènes avec sa mère, avec son fils, avec son compagnon, qui dans le but complètement artificiel d'essayer de gonfler son personnage pour qu'elle soit à la hauteur. Et en fait, elle ne l'a jamais été. Et jusqu'à la fin du montage, je n'ai eu de cesse que de réduire pour en faire un personnage très suggestif. Et en fait, le film est tombé en place. C'est-à-dire que je parle du montage parce que paradoxalement, j'ai écrit avec ma monteuse, ce qui n'est pas du tout habituel. Et du coup, la question de l'écriture s'est prolongée jusqu'à la fin du montage. Et le mouvement qu'on a fait, c'est de ne plus d'accepter la caractère nucléaire de cette matière documentaire, c'est-à-dire d'accepter la place du documentaire dans ce film et de ne pas tenter par un artifice de mettre la fiction au même niveau. Donc c'était peine perdue. Et finalement, quand le film est tombé en place, quand on a décidé de faire de Rama un personnage beaucoup plus suggestif. Et au fond, en faire un personnage plus suggestif, ça permettait de rendre l'identification plus grande. Et justement, c'était pas elle, un personnage singulier, très particulier, c'était toutes les femmes, c'est-à-dire que la question était très ordinaire finalement, très banale. Une future mère devant sa mère, on ne saura pas tout, il y a des indices de l'histoire de Rama qui apparaissent comme ça à travers les archives ou les flashbacks. Et pour moi, pour ceux qui peuvent le lire, ça en dit déjà beaucoup. Ça en dit vraiment beaucoup sur une histoire précise de l'immigration, mais ça en dit beaucoup sur toute une histoire psychanalytique d'un rapport entre mère et sa fille. Et au fond, ça suffisait. Et donc vraiment, je ne pourrais pas vous répondre toutes les étapes, mais la grande question du film, de l'écriture, a été d'accepter la puissance du documentaire et de ne pas tenter de gonfler artificiellement la fiction, en fait, le personnage fictionnel de Rama. C'était juste pour réagir à ce que disait le monsieur. Je pense que la psychiatrie, quand on fait appel à des experts psychiatriques, finalement, ils essayent aussi d'expliquer à leur façon avec nos schémas à nous, mais qui n'expliquent pas plus. Si on regarde bien, ça n'explique rien, parce qu'on est tous désemparés devant ce qu'on pourrait appeler de la folie ou quelque chose d'extraordinaire, de monstrueux et d'extraordinaire. Donc, je pense que c'est important que ça intervienne dans le film, parce que c'était un fait. Mais en fait, de notre côté, au niveau occidental, on essaye pareil de trouver des explications à ce qui n'a pas d'explication. C'était très beau parce qu'il y a eu des experts psychiatriques. Effectivement, il y avait un collège de psychiatres qui se sont penchés sur le cas Kabou. Et personne ne s'est mis d'accord. C'est-à-dire que pour les uns, c'était une folle, pour les autres, une manipulatrice, pour les autres, une psychopathe délirante, pour les autres, une criminelle. Et c'était intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, personne ne peut expliquer le mystère. Et ni la sorcellerie, ni effectivement la psychiatrie, ni la justice au fond. Parce que moi, pourquoi j'ai eu envie de faire ce film, c'est que
j'avais l'opportunité de tenter d'approcher le mystère. Enfin, pour moi, une cour d'assises, c'est tenter de dire la vérité d'une personne en additionnant en fait des faits complètement objectifs. Mais l'addition de ces faits échappe devant devant l'humanité, je pense, au fond, mais encore plus devant un personnage qui est elle un mystère pour elle-même. Et quand je dis que le centre de ce personnage, c'est son mystère, et c'est ça qui m'a donné envie de faire le film, c'est de travailler à partir de ce mystère et pas de répondre à toutes les questions, aux questions que même elle-même n'a pas pu répondre. Donc, ni sa psy, ni les experts, ni la juge, ni les jurés, on peut juger un fait. C'est une femme qui a tué son enfant. Donc ça, c'est un fait concret. Mais de dire pourquoi elle l'a fait, qu'est-ce qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il a habité, c'est quelque chose dont personne ne peut se risquer, en fait. Je trouve que c'est très péremptoire de dire elle a été maraboutée, ou elle est folle, ou c'est une psychiatrice. Je pense qu'elle est ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et ce qui, moi, m'intéressait, c'est en regardant cette femme, effectivement, nous regarder une société, regarder une histoire coloniale, regarder un rapport homme-femme, regarder une histoire d'amour. Enfin, il y avait tellement de choses que je regardais à travers elle, et ça m'a plus occupée que tenter d'apporter des réponses binaires, en fait. Je pense que c'est absolument pas possible, vraiment. Déjà, par rapport aux faits divers, je voudrais dire, parce que beaucoup de gens, visiblement, ne connaissent pas le fait divers, que si vous allez à Berck, toujours, sur la promenade qui longe, je crois que c'est le maritime, vous avez un endroit où les gens déposent toujours des doudous, des objets comme ça liés à l'enfance. Je pense d'abord que c'est probablement des mères qui font ça, ce qui prouve que votre film, quelque part, dans le quotidien aussi, et même du fait divers, aujourd'hui, ça symbolise quelque chose, ça les renvoie à quelque chose, il y a une interrogation qui est toujours permanente, et puis il y a une deuxième chose, et on peut que se féliciter que vous soyez allé au procès, c'est clair, quand on voit le film là que vous nous offrez, que vous nous renvoyez aussi à nous, formidable, vous avez été là-bas, mais quel a été le déclic qui a fait que vous êtes allé au procès avant? Qu'est-ce qui a fait que? Merci beaucoup, parce que c'est assez beau que ce soit la dernière question, alors que généralement c'est la première. Et je disais tout à l'heure, j'espère qu'on ne va pas me poser au début cette question, mais c'est très beau que vous la posiez à la fin. Merci donc de l'avoir posée. C'est une photo, la fameuse photo publiée dans un journal, qui était donc une photo de Fabienne Cabou, mais je ne savais pas à l'époque qu'elle s'appelait Fabienne Cabou. Donc c'est une photo d'une femme noire qui poussait un enfant métis emmitouflé dans une poussette, et qui est une photo prise par les caméras de surveillance de la gare du Nord et relayée par la gendarmerie nationale qui cherchait cette femme après avoir fait la découverte macabre de cet enfant un matin sur la plage de Berck. Et j'ai été complètement aimantée par cette photo. Très sincèrement, je pense que le travail autour du film continue à me donner les réponses, mais j'ai pas toutes les réponses, donc je peux vous donner que celles que j'ai. Enfin, en tout cas, ce qui m'a donné envie, ce qui m'a fascinée, c'est de reconnaître quelque chose de familier dans cette femme, de savoir absolument avec certitude qu'elle était sénégalaise, parce que je reconnaissais quelque chose, encore une fois, de familier, mais de familier à quel endroit? De familier culturellement, de familier psychanalytiquement, enfin, il y avait quelque chose de familier, en tout cas. Et voilà, cette mère-là, cette mère noire avec cet enfant métis, et cet enfant métis retrouvé le petit matin à Berck-sur-Mer. Et dans le premier papier qui a suivi son interrogatoire, la journaliste du Monde, en relayant, en faisant le récit de ce que Fabienne Cabou avait dit, donc déjà j'ai appris qu'elle était bien sénégalaise, donc ça m'a encore plus fascinée en fait d'avoir touché si justement. Et elle disait, elle a déposé sa fille sur la plage avec l'idée que la mère emporte son corps. Et je crois que jamais le film n'aurait existé si Pascal Robert-Diard avait écrit « Une femme a noyé sa fille sur la plage à marée haute ». En fait, elle a déposé sa fille sur la plage avec l'idée que la mère emporte son corps. C'est une phrase que Fabienne Cabou a prononcée, donc qui est une phrase absolument duracienne, très psychanalytique, extrêmement poétique, extrêmement mythologique. Et donc, il y avait tout un champ de récits, finalement, qui s'ouvrait à partir de cette phrase. Et c'est en fait aimanté par cette phrase, mais de façon complètement dingue, parce que
vraiment, et c'est fou parce que je dis dingue parce que je ne voulais pas parler aux gens de mon intérêt très obscur pour cette histoire. Parce que comment assumer la fascination pour une mère qui a tué son enfant, alors que je suis moi-même mère d'un enfant métis par ailleurs, qui n'a pas complètement le même âge que la petite, mais quand même. Donc je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement, qui était assez étrange, qui était très étrange. Mais j'y suis allée sans me dire que j'allais faire un film. Je suis allée vraiment mue par une intuition et par la promesse d'un récit entendu dans cette première phrase prononcée par un accusé. Et donc tout le film, finalement, c'est comme si je détricotais le fil de ce récit et que que ce récit en fait, n'a cessé de s'épaissir, de s'augmenter de toutes les autres phrases qu'elle a prononcées qui sont complètement hallucinantes, et qu'on entend dans le film et qui ouvraient à la fois des gouffres, des abîmes, des gouffres. En fait, je pense que je suis tombée dans le gouffre de Fabienne Cabou, et dans le gouffre, j'ai retrouvé ma mère, je me suis retrouvée comme mère, j'ai nettoyé, j'ai éclairé, j'ai fait la paix aussi comme Rama, et comme beaucoup d'entre nous, j'espère. Enfin, en tout cas, comme dans ce gouffre-là que le film propose, il y a quelque chose de très lumineux aussi. C'est un film qui finit par cette plaidoirie finale époustouflante. Et je peux le dire parce qu'elle n'est pas de moi, elle est vraiment de Fabienne Roy-Nancion, l'avocate de Fabienne. La seule addition de la fiction dans cette plaidoirie, c'est la question des chimères qu'elle n'a pas prononcée. Et ce qui est très, très beau sur comment le réel peut aller plus loin que la vérité, comment le cinéma, au fond, comment on peut aller plus loin que ce qui s'est passé ou que la vérité, c'est que Fabienne Roy-Nancion, qui nous a toutes fait pleurer, parce que moi, quand j'ai écouté cette plaidoirie, j'étais en larmes comme toutes les femmes autour de moi, et quand elle a vu le film la première fois, elle s'est effondrée en larmes. Et elle a pleuré, elle s'est effondrée dans mes bras, elle m'a remerciée, et elle a dit cette chose, elle a dit « Pourquoi j'ai pas pensé aux chimères ? Pourquoi j'ai pas pensé aux chimères ?» Et elle me dit « Elle aurait sans doute pris moins qu'elle l'a pris. » Et je pense que sincèrement, elle aurait pris, probablement elle aurait pris moins, mais c'était assez beau qu'elle s'autorise de pleurer sur quelque chose qu'elle avait dit elle-même, parce que tout d'un coup, là, le cinéma lui permettait de le traverser et peut-être même de comprendre ce qu'elle disait, en fait, d'elle, de son rapport à sa mère, de son rapport à sa fille. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je pourrais continuer des heures et puis on doit rentrer à Paris. Merci à vous.